Alors, mesdames et messieurs, j'ai le privilège tout d'abord d'être le vice-président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie, présidé par notre ami Paul Néaoutine, qui a dû rentrer plus rapidement que nous. Nous sommes là en arrière-garde et nous étions en avant-garde aussi. Mais je tiens à remercier quand même l'équipe de l'ADELS qui a permis à concrétiser un souhait de l'Association des maires au niveau de la formation et surtout de l'apprentissage de la loi de décentralisation. La loi de décentralisation de 1982, modifiée en 1983, n'est pas encore arrivée chez nous. Alors c'est effectivement, comme le disait Gérard Laugier, c'était tout d'abord l'idée initiale de ce stage, c'était pour que les maires qui avaient des secrétaires généraux de mairie en formation pendant 5 mois sur le territoire métropolitain puissent avoir un contact avec leur personnel, le pivot même de l'administration communale, pour ne pas être en déphasage. Effectivement, aujourd'hui, le constat, c'est qu'il fallait le faire. Si nous n'avions pas fait, nous aurions été en déphasage. Et donc, nous avons profité de l'occasion, donc il nous était offert de venir faire ce séminaire de formation, de parler beaucoup plus largement de la loi de décentralisation. Et encore une fois de plus, effectivement, dans ce territoire, lorsqu'une loi est bonne pour la métropole, on a l'impression qu'elle n'est pas toujours bonne pour nous. C'est vrai que nous avons des spécificités, mais c'est vrai aussi que dans le cadre du dialogue, et ce sont des mots qui sont à la mode, je pense qu'on pourrait ouvrir avec les élus locaux, on dit on, c'est le gouvernement, ouvrir avec les élus locaux une discussion pour voir l'adaptation aux spécificités du territoire des lois métropolitaines. Je dis ceci, c'est parce que dans les démarches que nous avons entreprises, et plus particulièrement auprès du politique, de Médétom, du ministère de l'Intérieur, on s'aperçoit qu'au moment où ici on est à la vitesse du TGV, nous on a dépassé quand même la vapeur. Mais à ce moment-là, au moment où nous demandons l'application de la loi au territoire, on nous rétorque que les lois métropolitaines vont être modifiées et qu'on ne peut pas les appliquer. Et ça, plus exactement, pour la loi concernant les districts, que nous avons découvert ici lors de notre passage, lors des contacts dans les communes, mes collègues maires et moi-même avons constaté l'intérêt du district. Eh bien, on nous oppose aujourd'hui que le district ne pourra pas rentrer dans le cadre de la décentralisation parce qu'il y a des modifications prévues à la loi de 1970. Pour vous dire encore combien, malgré ces accords de Matignon, malgré les problèmes que nous avons connus en Nouvelle-Calédonie, nous sommes encore, je dirais, un territoire lointain. Effectivement, avec ses spécificités, avec peut-être une population que l'on croit souvent en retard d'évolution ou pas suffisamment avancée, sur lequel on a tendance à vouloir exercer un paternalisme outrancier. Alors, vous serez peut-être étonné que ce soit un Européen qui tienne ce langage. Il ne faut pas perdre de vue que des années 1968, j'étais signataire d'une motion d'autonomie interne avec l'Union calédonienne. Donc, pour vous dire que le sens de l'autonomiste de 1968 a évolué avec le temps, mais il n'a pas évolué dans le mauvais sens. À mon sens, il était dans le bon. C'était pour situer un petit peu la démarche et le débat. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les maires que nous sommes avons saisi à travers la qualité des intervenants qui, depuis jeudi dernier, ont passé ici, dans le cadre du séminaire, nous avons saisi l'importance de la loi de décentralisation, avec effectivement le risque que la suppression de la tutelle administrative et financière nous fait courir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de filet sur lequel on peut se reposer, ou que l'on dit si on tombe, eh bien un filet, et ce filet, c'était l'administration, donc la tutelle. Mais ça, pour nous, ça n'est pas un problème, plus particulièrement, je crois, pour mes amis mélanésiens qui sont tous ici FNLKS ou LKS, mais indépendantistes. Ça n'est pas un problème puisque la revendication
même de l'indépendance, c'est bien pour tout d'abord retrouver une dignité, mais aussi pour assumer pleinement des responsabilités que le peuple calédonien est à même aujourd'hui d'assumer. Donc nous avons saisi, peut-être pas tout, parce que ce genre de formation poussée, accélérée, a fait que l'on a dû passer de très longues journées à ingurgiter, à tenter d'assimiler, et puis aujourd'hui on est certainement aux phases de la décantation. Parce que nous ne sommes pas des énarques, mais enfin, nous avons un cerveau, nous avons de la matière grise, et quand nous voulons la faire travailler, nous sommes capables de la faire travailler comme n'importe qui. Et ce qui nous a, je pense, pas le plus apporté, mais complété la formation théorique de 4 jours, 3 jours et demi pleins, ça a été le contact avec nos collègues maires, donc dans les communes, qui respectivement recevaient nos secrétaires généraux de mairie. Et là, ô combien, on s'est aperçu que les communes de Nouvelle-Calédonie, dites communes d'État, n'étaient pas sur la même longueur d'onde ou ne vivaient pas sur la même longueur d'onde dans tous les domaines. Nous sommes effectivement là tous des maires de l'intérieur et des îles, enfin les maires des îles, il y en a un qui est exclusé malade. Nous sommes complètement déphasés au niveau de l'évolution des équipements. Nous sommes encore vraiment au stade du sous-développement de nos communes. Nous sommes encore au stade des équipements primaires, écoles, réseaux routiers, adduction d'eau, électricité, pour vous citer que ces cas. Moins de 10% de nos routes sont goudronnées. Nous sommes installés tous sur des communes qui varient entre 6 000 km² à 10 000 km². C'est ça la superficie de nos communes rurales en Nouvelle-Calédonie. Avec des populations qui partent de 450 habitants, la plus petite commune, à la plus grande commune. Le maire n'est pas là, c'est le maire de Marais. Je pense 6 000 et quelques habitants. Moi, ma commune, 8 000 km², 5 000 habitants, 1500 km par jour de ramassage scolaire. Je vous donne quelques chiffres. 270 km de réseau routier, dont 10 km de réseau revêtu. Pour vous dire que là, il n'y a pas de comparaison possible avec les communes métropolitaines, même si, de temps en temps, au niveau de la gestion, nous retrouvons les mêmes difficultés ou les mêmes problèmes. Donc, je suis persuadé que tous mes collègues maires, mais moi-même, ai beaucoup appris au contact de nos collègues métropolitains avec qui nous n'avions jamais eu cette chance de contact. J'espère qu'après ces passages, après, je dirais, ce premier pas, ce premier test de formation, il y en aura d'autres que l'on aménagera, que l'on fera évoluer peut-être dans un sens beaucoup plus favorable, quoique ce stage a été pour nous tous très bénéfique. Nous estimons, nous, qu'il y a eu un apport et un enrichissement. Il y a eu aussi le contact avec les maires, et là, ça m'étonnerait que certains de mes collègues, mais on n'en a pas parlé, qui n'aient pas aujourd'hui l'idée d'un jumelage, sans présager de l'avenir politique de notre pays. Personnellement, je vais rechercher, parce que ma secrétaire n'a pas eu de chance, elle n'a pas été forcément mise dans une commune qui correspond vraiment avec les critères ou le côté économie de ma commune, mais j'envisage bien prendre des contacts certainement avec un autre maire, peut-être, je dirais, plus proche, politiquement. Il y a des affinités aussi, quoique ma secrétaire a fait 3 communes. Et il y en a une, je ne peux pas spéculer dessus, parce que je crois qu'il y a d'autres maires qui ont déjà spéculé dessus, c'est Héricourt. J'aimerais bien me jumeler avec Héricourt. Mais enfin, peut-être qu'on arrivera à séduire Jean-Pierre Michel lorsqu'il passera en Nouvelle-Calédonie, mais il y aura une compétition. Donc, nous avons effectivement certainement maintenant intérêt à voir quels sont les intérêts d'un jumelage. Et là, je crois savoir que chacun des maires l'envisage.
Je ne vais pas monopoliser le temps parce que je préférerais laisser le côté, que des collègues abordent le côté politique, parce qu'effectivement, je pourrais aborder le côté politique, mais dans cette salle où les journalistes diraient un blanc qui parle pour les noirs. Non, les noirs, ça fait longtemps qu'ils sont capables de parler, et je me suis toujours refusé, en tant qu'homme politique pendant de nombreuses années, de parler au nom des Kanaks qui sont assez grands pour le faire, et ils savent le faire aussi bien que moi, sinon mieux que moi. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie. Bon, alors, on se présente. Bon, je présente le maire. Allez, monsieur Pascal Naouna, tu te lèves? Lève-toi, Pascal. Pascal Naouna, premier adjoint au maire de Pointe-Bout. Raphaël Mapou, le maire de Yaté. C'est le plus nouveau, puisqu'il a été élu donc après une dissolution du conseil municipal de Yaté. Il est élu depuis maintenant moins de 2 mois. Voilà, 2 mois. Michel Euribéary, maire d'une commune de la côte est, Wailou. C'est un maire issu des élections de 1989. L'adjoint au maire de Poindimier, donc, qui est autre que Paul Niaouti, notre président, Moïse Naporéa, premier adjoint. Le maire de Yingen, Boirat Joseph, donc le successeur de Jean-Marie Tchibaou. Mapéry Louis, le petit maire de Thio, mais qui en a plein la tête et plein d'idées. Donc la commune de Thio, c'est une commune très riche, pleine de nickel, qui en a encore au moins pour 25 ans d'exploitation, avec tous les problèmes que ça représente au niveau de la pollution. Le maire de Saraméa, Patrick Olero, c'est pas la plus petite, mais c'est une des plus petites communes du territoire, mais n'empêche pas moins qu'il est maire au même titre que nous. Saraméa. Puebo, M. Pada Joseph, premier adjoint au maire de Puebo. Puebo est une commune à l'extrême nord-est du territoire, la dernière d'ailleurs. Poaguneli, pas Eli, Daniel. Allez, lève-toi, t'es grand. Et le maire de Touo, une commune de la côte est aussi renommée pour sa production de café et puis pour son tourisme. Emma Buanawe, le maire de Belep, c'est une île tout au nord du territoire, complètement isolée. Vous avez certainement entendu parler d'Emma Buanawe, qui était un sécessionniste pendant 2 ans, le temps de la période du gouvernement Chirac. Le maire de Ouvéa, Syria Calosio. Et puis à ma droite, mon complice, le maire de Poya, parce que je dis bien mon complice, parce que la commune de Poya, la commune de Bourail, il y en a une qui est à l'extrême sud de la province nord, et Bourail est à l'extrême nord de la province sud. Et donc il y a entre nous un cric qui nous sépare, on ne sait pas à qui les crevettes viendront dans l'économie. Mais enfin, on va s'arranger. Donc voilà, mesdames et messieurs. Ah, le maire de Marais. Oui, mais le maire de Marais est absent, malade. Donc il faisait partie de notre groupe, mais il est à l'Italité depuis ce matin. Donc le maire de Marais, doyen des maires, 63 ans. Et juste derrière, pour vous dire que je souhaite que le maire de Marais vive lentement, c'est moi. Voilà, présenté alors. Ah, le geste. Bon, monsieur Logier, messieurs de l'ADELS, l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, tient à vous remercier sincèrement de tout le travail que vous avez réalisé, le travail de préparation qui n'a pas été facile puisque ça se présentait, les contacts avec monsieur Logier se situent fin du mois de juin, pour vous dire que c'était un tour de force que d'organiser ce séminaire de formation. Et là, au passage, même si je devais atteindre la modestie de M. Logier, il faut reconnaître que M. Logier a pris sur ses congés, M. Joyeux certainement aussi et ses collaborateurs, pour mettre en place cette formation donc des élus de notre association des maires. Donc par ce geste, nous tenons, messieurs les responsables de l'ADELS, à vous remercier, je dirais en toute sincérité, et en espérant surtout que
ce premier séminaire de formation d'élus, parce que c'est le premier ici en France. Nous en avions eu un à Poindimier l'année dernière, justement sous l'égide à l'époque de Mairie Conseil, que ces relations avec l'ADEL, qu'il y ait une continuité, et pour l'avenir de nos élus, que ça continue, parce on sent tous qu'on avait un grand besoin. Et si je vous dis ça, c'est que je suis, là je crois avec Aymar, les plus anciens maires. Nous sommes au 3e mandat. Puis toi, un demi-mandat, l'autre un demi-mandat, mais enfin, nous sommes les plus anciens maires. Et malgré ça, je vous dis franchement que j'ai aussi autant profité, peut-être avec un peu de temps d'avance, parce qu'il y a la gestion antérieure, qui m'a permis peut-être de saisir les choses peut-être plus rapidement que mes collègues, mais n'empêche pas moins quand s'est aperçu que dans les tours de table, les jeunes collègues avaient vraiment saisi pleinement l'intérêt de la formation. Et donc ça, nous vous le devons, et nous devons aussi ceci aux intervenants, à la qualité des intervenants. Là, on peut dire qu'il y a eu du monde, il y a eu du beau monde et la qualité. C'est donc ce geste de l'Association des maires que je vous demande de recevoir. Je vous remercie infiniment. On ne peut pas ne pas être ému un peu par votre propos. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à ajouter. Je vous remercie beaucoup et j'espère que, à notre place, et sans doute avec l'ensemble des réseaux qui, ici en métropole, peuvent vous apporter des choses, éviter que peut-être des travers ou des actions un peu qui vont vers la Nouvelle-Calédonie ne soient détournées de leur véritable vocation. Enfin, dans la mesure où on peut ensemble travailler, on le fera volontiers. Merci de votre témoignage. Merci. Alors peut-être qu'on peut maintenant... vous souhaitez intervenir déjà, poser des questions peut-être? Poser des questions. Je sais qu'aujourd'hui on est devant des hommes et des femmes qui nous ont soutenus pendant les moments les plus difficiles. D'ailleurs, quand je suis rentré, j'ai regardé un certain monsieur où on a dansé le pilou à la Conception. Donc, je vais simplement intervenir pour dire que le fait qu'on a investi des institutions, on s'est investi là-dedans. Peut-être que tout à l'heure, il y a des camarades qui vont aller plus dans les détails, mais je voudrais simplement définir les grandes lignes où, pour la lutte qu'on mène pour la libération de notre peuple, il est arrivé un moment où on s'est dit il y a quand même des êtres humains, des hommes et des femmes. Et bien souvent, ceux que nous soutiennent ne nous comprennent pas exactement. Peut-être que nous sommes arrivés dans une phase, je dirais, évolutive dans la mentalité pour dire qu'il y a plusieurs façons de lutter, plusieurs façons de combattre pour arriver à conquérir sa dignité. Sa dignité, pour nous, nous avons dit l'indépendance. Peut-être un grand mot, indépendance, où tout de suite, beaucoup de personnes traduisent comme un rejet. La France, elle est fière d'avoir son indépendance. Elle est fière. Elle fait la fierté de tous les Français, le peuple de France. Nous aussi, nous voulons un jour accéder à notre indépendance. Nous avons fait beaucoup de propositions dans le passé. Nous avons parlé des victimes de l'histoire. Je voudrais faire ce rappel parce que
Il y a Jean-Pierre qui est là. Il y a beaucoup d'autres qui sont là-haut. Des gens qui nous suivent dans le combat que nous menons. Le combat de dignité, ce n'est pas une exclusion. C'est la conquête de son honneur, la conquête de ce qu'on est par rapport au monde. Nous avons toujours dit que nous ne pouvons pas être des Français. Il ne faut pas que ça froisse les uns et les autres. Ce sont aussi là des réalités, mais ça ne veut pas dire que c'est un refus. Donc, vous nous avez soutenus en des moments les plus difficiles, et je crois que quand il y a eu les accords de Matignon, vous vous êtes posé beaucoup de questions, comme il y a aussi les pays du Pacifique qui nous soutenaient, et même jusqu'à l'ONU, beaucoup de gens se posaient une question. Je crois que nous sommes arrivés à une phase de notre histoire où nous avons dit halte, halte à la haine, halte au racisme. Nous voulons notre liberté. Nous allons saisir cette opportunité parce qu'il y a une des conséquences graves. Il y a une des choses où peut-être beaucoup de gens rejettent. Rejettent et on accuse sans savoir pourquoi ces choses-là arrivent. Donc pour nous, les accords de Matignon, ce sont là un outil qui nous permet d'accéder à notre dignité. Mais cela ne veut pas dire parce qu'il y a les accords de Matignon, nous allons atteindre l'indépendance. Vous nous avez soutenus hier sur un autre terrain, dans un autre contexte. Je pense que vous pouvez encore nous soutenir maintenant sur ce terrain de lutte que nous avons choisi. La preuve, si on est là aujourd'hui, nous les maires, nous faisons partie de ceux qui hier, le système a voulu condamner. Il y en a des frères qui ont été condamnés, on a enlevé les droits civiques. Ils étaient des maires Kanaks. Bon, c'est le système qui a voulu ça. Mais maintenant, nous voulons aller plus loin. Nous sommes venus ici suite aux accords de Matignon. Je voudrais rappeler que par rapport aux accords de Matignon, on n'a pas beaucoup parlé des maires, des communes. On a simplement dit dans un article qu'éventuellement, la loi permet l'étendue de certaines dispositions concernant les collectivités locales. Donc si on est là aujourd'hui, nous voulons participer pleinement. Parce que le développement économique, nous avons dit développement économique, social, culturel, ça ne se fera que sur le territoire des communes. Il y a des grandes institutions, des instances plus hautes telles que la province ou le congrès du territoire. Mais pour les gens qui sont dans les tribus, ils s'orientent tous vers la commune. Donc, on est là, on vient ici pour, moi je dirais, profiter aussi de la même occasion pour voir le vrai visage de la France. C'est-à-dire, cette France qui amène, qui je pense, nous amènera vers la conquête de notre souveraineté. C'est celle-là que nous voulons. Je pense qu'à travers le travail, le stage effectué jusqu'à maintenant, hormis les détails qu'on rentre dans les textes de loi, nous avons eu de bons contacts. Nous avons été visiter des communes. Nous avons vu les mêmes problèmes concernant cette institution qui se situe dans un autre niveau. Les procédures administratives. Ici, bien que la décentralisation concernant les communes par rapport à la suppression de la tutelle administrative et financière de la loi 82
est octroyé aux collectivités locales, il y en a qui sont encore sous, je dirais, l'égide de l'administration. Il y en a des communes qui n'ont pas de service technique. Il y a des communes plus riches que les autres. Il y en a qui sont pauvres. C'est peut-être cette réalité. Par contre, nous, si on est là, c'est que parce qu'on est preneur de cet outil et on veut qu'on prenne en considération les problèmes que nous sommes aptes à le dire parce qu'on vit tous les jours. Donc, preneur, nous avons dit, OK, moyens financiers, moyens techniques, si on nous donne plus de pouvoir, parce qu'on supprime certaines tutelles administratives et financières, mais il ne faut pas qu'on nous donne ce pouvoir et non pas des moyens. Ceci dit, toutes ces démarches se situent dans cette lutte que nous menons pour la conquête de notre indépendance. Et je voudrais rappeler, pour terminer, avant que les camarades vont prendre la parole, le soutien que nous attendons je pense, de vous, dans ces soutiens, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Premièrement, sur le plan technique, sur le plan administratif, concernant des textes. Je pense que l'aide doit venir de là. Et si vous êtes des personnes que nous soutenez hier par rapport à notre contexte, c'est à partir de là. Parce qu'il y a que, je crois, vous, ici, qui peut interpeller auprès des Français. Je pense que si vous avez répondu à l'invitation, vous avez une sensibilité vis-à-vis de nous, à moins que je me trompe. Mais moi, je me sens à l'aise pour parler parce que il me semble que je vis là une atmosphère où je discute avec des gens qui vont me comprendre. Donc, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais je voudrais terminer en vous citant une anecdote. Je ne veux pas faire référence à autre que ce que nous avons vécu hier, à partir du moment où un peuple, ces gens marginalisés dans ce qu'on prétend être un développement économique, social, culturel pour un pays, pour que les gens s'évoluent, il peut se produire aussi des choses. Ces choses qu'on a vécues hier. Je terminerai en disant, comme je disais tout à l'heure devant les députés et monsieur les députés et sénateurs qui sont venus, une phrase très importante de Jean-Marie Tjimbao, c'est plus jamais d'ouvert. Et nous sommes preneurs. Je pense que les camarades ici partageront ces sentiments. Il y a une possibilité d'accéder à cette liberté. Donc, je vous remercie. Allez-y. Si on parle de décentralisation et d'autonomie communale, ça suppose aussi que les communes aient la maîtrise des moyens. Or, il n'y a pas d'impôts locaux en Nouvelle-Calédonie, si j'ai bien compris. On peut répondre là-dessus. Là-dessus, on réagit énergiquement. On a au fil des jours, donc, avec les amis, avec le président hier, surtout, justement, attirer l'attention des technocrates sur ce point, des gens qui écrivent les lois, qui étaient bien gentils de donner des compétences supplémentaires aux communes, dans le cadre de la loi de décentralisation, et ne pas en donner les moyens. Pour nous, ça veut dire qu'on vous donne des compétences supplémentaires, mais on vous oblige à tendre un petit peu plus la main pour être des assistés encore un peu plus et permettre donc à une administration centrale d'exercer son paternalisme qu'elle a toujours l'habitude d'exercer malgré les grands mots de décentralisation et de déconcentration.
Alors, la fiscalité locale, il est sûr que la fiscalité communale, ce qui est ici communément appelé les quatre vieilles, nous intéresse, nous. Mais encore faut-il qu'il y ait de la matière à imposition. Je vous disais au début de mon propos que la Nouvelle-Calédonie, les communes de l'intérieur et des îles, sont encore au stade des équipements primaires. Moins de 70% de la population ont de l'eau au robinet. En moyenne, à peu près 70% de la population à l'électricité. Et nous avons moins de 10% de nos routes qui sont revêtues. Avec des équipements sanitaires qui, je dirais, feraient la fierté du tiers-monde, mais qui ne font pas notre fierté. Un équipement sanitaire sophistiqué à la capitale, oui, mais nous, nos équipements sanitaires sont vraiment dépassés, pour ne pas dire, quand il en existe. Donc, l'économie, et ça c'est le président Néaoutin hier qui le disait assez vivement au ministère de l'Intérieur, l'argent appelle l'argent. Il y a eu effectivement le cas des accords de Matignon qui a ramené la paix, mais nous attendons nous toujours la répartition des richesses, nous attendons toujours le rééquilibrage qui figure dans les termes qui sont régulièrement utilisés. Et ça, il n'y a pas de rééquilibrage aujourd'hui, il y a un enrichissement du riche, et je dirais presque un appauvrissement du pauvre, parce que le pauvre n'a pas encore réussi, nous n'avons pas encore réussi, nous, à franchir la barre de l'équipement moyen. Par contre, vous pouvez venir constater, Nouméa et les communes périphériques, alors là, les équipements fleurissent de tous les bords, les hôtels se construisent, et nous ne pouvons pas le faire. Alors vous direz, pourquoi vous n'avez pas de site? Si, nous avons des sites. Mais nous n'avons pas des structures qui permettent à faire du tourisme ou à développer du tourisme, parce qu'il faut des capacités en eau, des capacités en électricité, il faut un réseau routier, il faut une organisation, il faut des dispensaires, parce qu'un touriste, lorsqu'il vient dans l'intérieur du territoire et qu'il se trouve à Yingen, donc sur la côte est ou même à Bourail, la première des choses qu'il regarde, c'est quand il est blessé ou qu'il a un pied cassé, qu'il est obligé de se faire évacuer sur Nouméa pour se faire soigner. Donc, vous voyez, on n'en est pas encore, on est encore aujourd'hui au niveau des mots, des slogans. Et ça ne nous donne pas à manger. Alors, quand on parle de fiscalité locale, nous sommes preneurs, nous, de fiscalité locale, à une condition, que dans le cas de la loi de décentralisation, on nous donne ce qui est nécessaire aussi. On ne nous donne pas la maîtrise de l'urbanisme et de l'occupation des sols dans la loi de décentralisation. Comment voulez-vous maîtriser le développement de votre commune si vous n'avez pas la maîtrise du sol? Alors, c'est pour ça que des fois, on se pose la question à savoir quelles sont les véritables intentions du gouvernement dans le cadre, disons, du rééquilibrage. Aujourd'hui, la dotation globale de fonctionnement, donc, qui touche nos communes, c'est une ressource nationale, métropolitaine, dont les communes métropolitaines bénéficient, dont nous bénéficions. Nous sommes restés sur des critères d'attribution de cette dotation globale de fonctionnement, puisque vous posez la question de l'économie, au même terme que l'on était il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est-à-dire que le critère le plus fort, c'est celui de la population. Le critère de superficie qui nous touche à nous est peu pris en considération, puisqu'il représente 50% par rapport à 15% par rapport aux 50% que représente la population. Le critère distance, qui représente dans notre territoire, je dirais, un problème que nous vivons tous les jours, n'est pas pris en considération. Un exemple, les gens qui sont dans l'extrême nord, on prend une commune qui est bien connue, on va prendre celle de Puebo, c'est 6000, bon, 5 x 6, 30, je vais vous traduire ça en centimes, excusez-moi, essayez de traduire ça en francs lourds, ça fait 30 000 francs anciens, la tonne transportée à Puebo. Ces 30 000 francs sont répercutés sur la consommation, pour lesquels souvent les commerçants sur lesquels prennent leur marge bénéficiaire. Donc, même s'il y a une redistribution sociale d'argent dans le nord, ça revient au sud. Et vite fait, hein.
juste le temps qu'un colporteur aille dans le nord et revienne. Hein. Donc, il n'y a pas de matière, ou peu de matière, à imposition dans les communes rurales. Je dis bien pas ou peu. Alors donc, voilà, je pense que la réponse. Oui. Chers collègues, je me retourne vers vous. Oui, c'est bon. Il est Largement commenté. Hier, après donc toute une journée marathon sur ce texte-là, puisqu'on a été reçu par le ministère par Louis Le Pinsec, et puis après on a travaillé avec ses collaborateurs, et le soir on est parti rencontrer les collaborateurs de Pierre Jox. Donc après cette journée marathon, le président a finalement fait le constat suivant, c'est que ici, comme sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, à chaque fois qu'on commence à rentrer dans le détail, à chaque fois qu'on commence à vouloir mettre en application les grands principes, à chaque fois que les politiques se posent des questions ou interrogent, on leur répond par des questions d'ordre technique. Et c'est le cas en Nouvelle-Calédonie quand il s'agit des textes au niveau du Congrès, c'est le cas au niveau du comité de suivi, quand il s'agit du suivi des accords de Matignon. Il faut dire, entre parenthèses, que la loi sur le corps électoral, la loi ou les arrêtés prévus sur le corps électoral et qui visent donc à limiter le corps électoral qui doit se prononcer pour l'autodétermination de 98, cet arrêté ou ces lois, ces textes-là ne sont toujours pas sortis. Voilà, depuis, alors que c'était l'une des mesures, l'une des conditions principales avancées par le FLNKS dans son engagement. Alors, il a réagi vivement hier soir, donc toute la délégation, on était au ministère de l'Intérieur, pour dire qu'au train où vont les choses, de toute façon, on constate toujours le même résultat que les collègues ont déjà soulevé tout à l'heure, et que là où il faut une décision politique, une volonté politique, nous, ce qu'on rencontre, ce sont des arguments d'ordre technique. Jean-Pierre a parlé des critères qui vont avec la répartition de la DGF. Ça traduit concrètement donc toute la situation et notre état d'esprit donc dans la situation d'aujourd'hui. Alors, le projet de loi, on a questionné le rédacteur du projet, on a encore redit la même chose tout à l'heure aux parlementaires, on leur a demandé quelle est votre motivation en décidant donc de l'application de cette loi-là en Nouvelle-Calédonie. Alors, le parlementaire hier, dans sa réponse, le rédacteur de loi dans sa réponse hier a dit que le gouvernement, en appliquant cette loi en Nouvelle-Calédonie, veut donc poursuivre ce qui a été dit aux accords de Matignon, transférer au niveau des communes de Nouvelle-Calédonie les compétences qui sont reconnues depuis 1982, donc ici sur le territoire métropolitain, mais qu'en parlant de toute façon de transfert, il fallait tenir compte des réalités locales, etc. Et que de toute façon, si nous, les élus locaux, nous avions des choses à dire, nous pourrons éventuellement leur écrire, transmettre ça par écrit pour que dans des lois à venir, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on voudrait soit appliqué donc, par la suite, etc. Alors donc des réponses technocrates venant d'une monopole. Comment ils ont une métropole quoi? Non, une technopole. Une technopole. Alors, ce sont des termes qu'on a découverts là. Donc venant d'une technopole, nous donc vous demandez qu'est-ce que nous attendons de cette loi. Premièrement, ce qu'on a déjà dit, c'est que la motivation de cette loi, de la mise en route de cette loi, elle n'est pas de nous. Et nous n'avons pas été consultés.
Et d'autre part, les effets qui accompagneraient la mise en application de cette loi, nous avons du mal à la cerner puisque ce sont des textes très compliqués. Nous avons essayé de comprendre, mais que par avance, nous disons déjà que ça rencontre déjà un certain nombre de limites. L'une des premières limites, la plus importante, je crois, c'est qu'il y a plus de pouvoir aux communes, les collègues l'ont déjà dit tout à l'heure, plus de pouvoir aux communes, sans savoir quels sont les moyens qui vont accompagner. Et on voit déjà l'argument venir à grands pas. Écoutez, tournez-vous vers les provinces, tournez-vous vers le territoire. On voit déjà ces arguments-là venir à grands pas. Donc voilà pour la réponse qu'on pourrait donner à votre question. Mais nous sommes preneurs. C'est sûr que nous sommes preneurs de la suppression de l'autorité de tutelle. On se sentira plus libre, plus responsable. Nous sommes déjà preneurs de ça. Mais il est clairement dit que la motivation ne vient pas de nous. Nous n'avons pas été consultés. Je crois qu'on a affirmé à droite et à gauche, au niveau des ministères, au niveau des parlementaires qu'on a eu l'occasion de rencontrer, nous avons affirmé que nous sommes de toute façon amenés à jouer le jeu et nous enverrons nos recommandations. Si les gens de la Technopole prennent en compte ces considérations, tant mieux, mais de toute façon nous nous battrons pour que les choses évoluent. De nous apercevoir justement de cette dérobade permanente qui nous font constater que au niveau même de la loi référendaire comme au niveau de la loi de décentralisation, le vrai problème n'est pas abordé. Celui de la décentralisation sur les deux tutelles administratives et financières, mais aussi sur la dérobade suivante qui consiste à se reporter en permanence vers la loi référendaire. Sur ce projet de loi bien précis, nous n'avons pas été consultés. Et même s'ils interviennent avec des gros mots techniques, des gros mots que nous ne savons pas exactement quels sont les sens, il apparaît clair pour nous que nous soyons encore laissés pour compte dans cette redéfinition de la loi de décentralisation pour ce qui concerne spécifiquement la Nouvelle-Calédonie. Donc nous pensons, comme disaient les deux camarades, nous pensons rejouer le jeu en intervenant dans l'avenir, en refaisant des propositions, mais la question que l'on se pose, c'est de savoir comment ces considérations que nous allons amener, comment nos observations seront prises en compte au moment de la discussion de la loi au niveau des deux assemblées. Donc nous restons un peu sur notre faim en ce qui concerne ces dispositions-là. Puisque dans tout état de cause, le Parlement, je crois, ouvre sa session d'automne le 2 octobre, donc ce texte-là, on va le prendre un coup de doigt, simplement qu'ils sont quand même dans l'obligation de voter ce texte avant le 31 décembre. Parce qu'il y a eu un report, il y a déjà eu un report de la date limite qui était fixée dans la loi référendaire. La loi référendaire disait que la décentralisation devait prendre effet après 1 an de la mise en place des provinces. Alors donc ce texte passera dans les 2 mois. Maintenant, le sort des assemblées, ça leur appartient. Nous ferons, des propositions. Et des propositions qui tiennent, des propositions qui ne seront des propositions dans la logique même du système. Il n'y aura pas en dehors.